Bonjour à tous, je vais vous présenter le bilan de l'année et les actions à venir pour la filière Fava Multi. Donc déjà, merci à tous d'être venus encore nombreux cette année. Je ne vous représente pas l'équipe projet puisqu'on vient de se présenter et qui a très peu changé depuis l'année dernière. Donc on va commencer par vous présenter donc, la plateforme Psyfava Multi que vous connaissez tous déjà, qui est en fait Salma Zriwil et Agathe Baudrier, nos deux psychologues, que les patients qui ont besoin d'un soutien psy ou qui ont besoin d'être réorientés peuvent contacter par téléphone ou par mail. On a eu en 2023 60 personnes qui les ont contactés, donc c'est une augmentation par rapport à l'année dernière. On est assez contents, donc continuez à envoyer leurs patients vers elles s'ils en ont besoin. On a des flyers à vous distribuer, il suffit de nous envoyer un mail pour qu'on vous en envoie. Agathe et Salma, elles s'occupent également des groupes de parole. Donc elles en ont fait 34 l'année dernière avec les associations de la filière et elles en ont mis en place un nouveau avec l'association AVML, donc pour le lymphodème primaire. C'est des groupes qui sont chaque mois, qui sont en visioconférence. Vous pouvez également en parler à vos patients. Et il y a surtout toutes les dates sur le site de la filière. On a également notre assistante sociale qui peut aider les patients à distance, soit des renseignements, soit une vraie aide technique. Il y a 36 patients qui l'ont contactée l'année dernière. Elle aide beaucoup, sans surprise, à remplir les dossiers MDPH ou à renseigner sur toutes les aides de la MDPH. Et elle est également d'assez bons conseils pour les prêts bancaires. Donc si vous avez des patients qui ont des besoins, n'hésitez pas à la renvoyer vers elle. On a également des flyers à vous envoyer si besoin. Ensuite, concernant l'ETP, on a soutenu beaucoup de programmes ETP et en 2023 et en 2024. Donc, on a aidé à la création de 3 programmes ETP pour le syndrome de Marfan l'année dernière, un nouveau programme ETP pour les anomalies vasculaires superficielles qui se fait à Paris et à Toulouse, et la création de 2 nouveaux programmes ETP pour la maladie de Randu-Osler, et également l'actualisation du programme ETP lymphodème primaire à Montpellier. Et en début d'année, on a également aidé à la création, enfin en tout cas on a financé pour la création d'un ETP sur les dissections artérielles à Toulouse, un nouvel ETP sur la maladie de Randu-Osler à Angers et pour la diffusion d'un programme ETP pour le lymphodème primaire du centre de référence de Paris vers tous les centres de compétences. On finance également des formations 40 heures à l'ETP. Donc on en a financé 2 l'année dernière. C'est possible pour cette année si vous avez des besoins. C'est soit pour les professionnels de santé, soit pour les patients partenaires. Et on finance aussi des journées d'échange entre centres pour que des centres qui veulent débuter l'ETP puissent assister à un programme qui existe déjà dans un autre centre et l'adapter chez eux. On en a financé 3 l'année dernière. Et enfin, c'est pas une action de cette année, mais en 2022, on avait organisé une rencontre ETP sur l'ETP, à voir si on veut le renouveler ou pas l'année prochaine. On a également fait un appel à projet parcours de soins, donc ce qui nous a permis de financer des temps AMA dans les centres de compétences, donc soit pour améliorer la gestion de la file active ou pour améliorer le lien ville-hôpital. On a financé des temps d'activité physique adaptés pour l'intégrer au parcours de soins ou pour créer des outils numériques à destination des patients dans les centres de compétences. Et enfin, on a financé un temps ARC pour identifier des patients susceptibles de bénéficier d'une analyse de génome entier dans un centre de compétences. Ensuite, concernant le PMFMG, donc on organise toutes nos RCP génomiques sur Schemit, qui était jusque-là Chers Confrères, mais qui a changé de nom. Donc, si jamais vous le recherchez au nom de Chers Confrères, la page risque de ne plus s'ouvrir. Donc, c'est maintenant Schemit. Je vous ai mis le bilan des préindications. C'était au 12 avril, avec le nombre de dossiers prescrits et le nombre de dossiers rendus pour chaque préindication de la filière.
On a financé également des projets de recherche, donc 4 projets en 2022 et 3 projets en 2023 avec un financement de 25 000 € pour chacun. Ensuite, concernant la recherche, on aide aussi les centres, soit avec une aide financière pour le financement des frais de publication ou de traduction ou de relecture, dans la limite de 2 500 €, et également le financement de frais d'inscription au congrès, donc soit pour les médecins des centres de compétences ou pour les jeunes autres professionnels de la filière. Bien sûr, à condition qu'ils présentent soit un oral, soit un poster sur une maladie vasculaire rare. On a également des ARC qui aident à la saisie Bamara. Donc on a fait 2 choses pour aider les centres de compétences dans leur saisie. On a financé beaucoup de temps ARC directement dans les centres de compétences. Donc on avait financé 7 en 2023 et 19 cette année qui sont mutualisés dans plusieurs centres. Donc on aide comme ça 44 centres de compétences au total. Et on a également Linda et Kelidja qui aident les centres aussi à distance et qui ont saisi déjà presque 900 patients sur la base. Donc grâce à ces 2 actions et grâce à l'effort de tout le monde, on a augmenté significativement la file active des centres de la filière sur Bamara, avec plus de 11 000 patients qui ont été saisis en 2023. Et les ARC de la filière, elles aident également à la saisie dans les autres bases de données de la filière. Donc Sirocco, CleanWeb et CogRAR 5, dans lesquels il y a un certain nombre de patients qui ont aussi été saisis l'année dernière, avec aussi l'aide des ARC des centres de référence. Cette année, une des nouveautés, c'est qu'on dans le cadre de l'errance et l'impasse diagnostique, on va soutenir les laboratoires de génétique pour le développement de tests fonctionnels. Et donc pour ça, on va financer un ingénieur pour la mise en place du RNA-seq dans les gènes d'intérêt des 4 laboratoires de la filière, donc l'HEGP, Bichat, la Pitié et Lyon, qui on l'espère devrait arriver en septembre si tout se passe bien. Et on va également aider les labos pour l'achat de réactifs ou d'équipements dans ce cadre. Enfin, la filière fait de la formation, donc il y a toujours notre e-learning qui est disponible sur Internet. Mais surtout, la nouveauté, c'est qu'au mois d'octobre, il y a notre DU maladies vasculaires rares et génétiques qui va commencer. Donc les inscriptions sont ouvertes. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à communiquer dessus et à la proposer à vos internes ou aux médecins de vos équipes. C'est ouvert à toutes les spécialités médicales dès l'internat, mais aussi aux médico-sociaux, donc les conseillers en génétique, les psychologues. Parlez-en. On fait également du contenu vidéo en ligne, donc ça c'est les lundis questions. On en a déjà publié 80. L'idée, c'est que les associations nous envoient les questions qui sont couramment posées par les patients et que les médecins de la filière y répondent dans des vidéos courtes d'1 minute. On a toujours notre site internet qui est mis à jour très régulièrement par Noah et qui regroupe normalement tout ce dont vous avez besoin à propos de la filière, toutes les dates des événements, les dates des groupes de parole, les RCP, les liens de connexion, tous nos documents sont dessus. On est également sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube, sur lequel notre nombre de followers augmente chaque année. Donc n'hésitez pas à nous suivre si ce n'est pas déjà fait. Enfin, on organise chaque année un événement thématique. Donc cette année, c'était une rencontre scientifique sur les anti-angiogéniques, auquel 70 personnes ont participé. On n'a pas encore choisi le thème pour l'année prochaine. Donc si vous avez des envies, des idées, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous les demander. Une des autres actions de la filière, c'est aussi d'être présent au congrès pour faire connaître et la filière et les réseaux des centres de référence et de compétences. Donc on est présent au congrès de cardiologie et de médecine vasculaire en tant que filière FAVA Multi, et on a également des stands dans les congrès de médecine générale, médecine d'urgence
ou aux assises de génétique avec toutes les autres filières. On se regroupe puisqu'on a plutôt les mêmes problématiques. Et cette année, on a également financé un stand à 3 de nos associations pour le congrès des urgences. Et pour finir, un rapide point financier de la filière. Donc ça, c'est ce qui est prévu en 2024. Une grande partie qui est utilisée pour le personnel, donc pour l'équipe projet, les frais de gestion, et ensuite, ce qui nous coûte le plus, c'est l'aide à la saisie Bamara, le soutien au centre de compétences, le soutien à la recherche, le soutien au laboratoire de génétique pour la mise en place des tests fonctionnels, une partie qu'on reverse à l'ERN, les RCP, l'organisation de nos 2 événements, la rencontre scientifique et notre journée annuelle, une petite partie pour l'assistante sociale et pour la formation et les dépenses de fonctionnement. Donc, merci pour votre attention et je peux répondre à vos questions si besoin. Merci Julie. Donc c'est un peu, voilà, on est devant vous, on dit ce qu'on a fait, enfin ce que nous avons fait plutôt, et on attend votre retour. Moi, j'ai un point qui m'a beaucoup intéressé. C'est quelque chose qui a été discuté dans la construction du PNMR4, là où on est en ce moment. Je pense que Sylvie a bien suivi l'axe 2 qui était sur le diagnostic. Et j'ai été très intéressée par le soutien au laboratoire de génétique. Parce que c'est quelque chose qui est remonté. Ça avait été fait dans le premier plan maladies rares, après plus. Et je n'avais pas imaginé que les vecteurs, que les filières pouvaient être un bon vecteur pour passer ça. On était plus au niveau des établissements. Mais l'idée est assez intéressante parce qu'elle permet de bien cibler pour chacune des filières les labos qui sont spécialisés dans leur pathologie. Donc je pense que je solliciterai Favamulti un peu pour qu'on puisse pousser un peu cette organisation et voir comment on peut le déployer aussi pour les autres filières. Nadine, tu veux faire un commentaire là-dessus? Non. Non, l'idée c'était... Oui. Les labos s'expriment un peu. Oui, laboratoire de la Pitié-Salpêtrière, oui, je pense que c'est essentiel. Et le plan PNMR4, il y a eu des communications de multiples niveaux sur cette importance des tests fonctionnels et pour avancer sur un certain nombre de variants de signification incertaine et toujours cette errance thérapeutique. Et je pense qu'aujourd'hui, on a en plus des outils qui apparaissent, du séquençage long grid et du RNA-seq. Et je pense qu'on voilà, on attend un soutien, évidemment. Merci. Voilà, on l'a perçu très fort au niveau de la filière, qu'il y avait un besoin pour les VUS, qui mettent les cliniciens dans des situations difficiles, et les laboratoires, du coup, dans des situations difficiles, parce que les cliniciens, ils poussent pour savoir ce qu'il faut faire de ces VUS, et nous disons, on ne sait pas, on ne sait pas. Et donc, si on peut résoudre le problème des VUS, qui était l'idée du financement d'un ingénieur dans un laboratoire, je pense qu'on rend service à des gens. Je n'ai pas suivi directement ce groupe de travail, mais effectivement, c'est une problématique un peu générale à toutes les filières. Et il faut réaliser que les labos vont complètement changer d'activité, là, les labos vont complètement changer d'activité, puisque le génome est fait sur des plateformes nationales, ou sera peut-être, après, on ne sait pas, mais concentré sur quelques gros centres. Finalement, les labos de génétique de proximité dans nos régions, ils vont être très concentrés maintenant sur... oui, l'interprétation des variants de signification inconnues, le prénatal, la génétique urgente, etc. Donc, on est en train de vivre une révolution dans nos labos de proximité aussi, hein, pas que les centres experts. Et pour compléter la remarque d'Anne-Sophie, je trouve qu'effectivement, c'est super que la filière aide les labos là, comme ça, de référence. Je ne sais pas si ce sera complètement transposable à toutes les filières, parce que l'avantage là, c'est qu'il n'y a que quelques labos hyper spécialisés et c'est très très concentré.
le Marfan, par exemple, voilà, il n'y a pas 36 labos. Il y a d'autres thématiques où il y a quand même beaucoup de labos. Donc, je ne sais pas si ce sera possible que la filière voilà, aide tous les labos. Mais en tout cas, c'est intéressant. Mais on a l'idée de la première de ce financement actuel, c'est de mettre au point des tests qui sont ensuite facilement transposables. Donc il y a aussi, même quand il y a beaucoup de labos, ça peut être une initiation qui est bénéfique à tous. Non, mais j'avais plutôt une question pour les labos. Donc nous, notre interlocutrice, c'est Clarisse Billon, au laboratoire de génétique de la HGP. Je crois qu'il y a aussi un problème pour rentrer une fois que le VUS est reclassé. Il y a un problème de base de données internationales qui prennent un peu de temps à renseigner ou qui sont compliquées. C'est-à-dire que cet effort finalement local des labos de faire de tests fonctionnels, il faut qu'ils puissent après bénéficier à tous pour pas que d'autres labos refassent le même travail de vérifier la fonctionnalité des variants si ce variant reclassé n'a pas été informé à la communauté. Donc c'est un financement plus global et une aide, enfin une plateforme qui puisse facilement transposer dans les bases de données ou je sais pas, enfin, moi je suis pas généticien sur le coup, mais j'ai l'impression qu'il y a un frein à la diffusion de l'information une fois que le travail de fonctionnalité d'un variant a été fait. Je vous le sentiment. Alors, on me demande ce que c'est qu'un VUS. Alors, c'est un Variant of Unknown Significance. En bon français, ça s'appelle un VSI, un variant de signification inconnue. C'est-à-dire que c'est une variation sur l'ADN dont on ne sait pas très bien dire s'il est responsable ou non de la pathologie. Donc on classe en fait, moi qui ne suis pas généticien, je vais vous expliquer. Hein, c'est comme ça qu'on comprend mieux, c'est les idées les plus simples. On classe de 1 à 5. 1, ils n'ont rien du tout. 2, ils ont très probablement rien du tout. 3, on est dans le souci, on ne sait pas quoi dire. 4, c'est très probablement pathogène. Et 5, c'est sûrement pathogène. Et donc là, on parle du 3. Exactement. Alors que je suis validé par les généticiens. On parle de la classe 3. Allez. Juste pour évidemment, c'est absolument les bases de données de ces variants et de pouvoir rapporter ces informations pour que ça serve. Donc il y a plusieurs déjà bases de données alors dans différentes filières et c'est peut-être différent sur certaines filières. Je pense qu'il y a vraiment tout cet effort à faire aussi sur les bases de données. Par exemple, en oncogénétique, parce que moi je travaille aussi en oncogénétique, on a vraiment, c'est tout le travail qu'a fait la France sur ces filières. Et on a une base de données nationale pour l'oncogénétique constitutionnelle et on remonte toutes ces informations-là dans cette base de données nationale. Je pense que pour les maladies rares, il y a peut-être une réflexion à faire par rapport à des bases de données nationales qui pourraient être faites. Et ensuite, évidemment, à l'international, il y a tout un travail dans des groupes CleanGen, CleanVar, auxquels certains peut-être participent. Mais voilà, c'est à réfléchir. Et je pense que la France, vraiment, avec tous ces efforts par rapport aux maladies rares et aux oncogénétiques et tout ce soutien des laboratoires de génétique depuis des années, a quand même porté ses fruits. Et je pense qu'il faut poursuivre cet effort. Oui, dans les échanges et dans le groupe de travail du plan, ce qui est ressorti aussi, c'est qu'en fait, on a une articulation en amont et en aval du plan France Médecine Génomique. Et ce plan sera aussi amené à bouger hein, de toutes les manières. Mais l'idée, c'était que, pas le cas de partie soins, parce que ça, on voit bien que les plateformes, il y aura sans doute une ouverture, ça va, la collecte dans le soin, dans la médecine génomique, ça va sans doute bouger, mais que la partie recherche qui est portée avec le cas de recherche soit un peu le point de convergence pour notamment les VUS. Et donc, on a déjà une structure qui, depuis quelques années, ou mois en tous les cas, se renforce, et maintenant hébergeur de données de santé. Donc, je pense qu'il faut peut-être utiliser le cas de recherche pour pouvoir faire cette collecte nationale. Et on est à la fois en onco et puis en maladie rare. Donc, j'ai l'impression que ça a bien été entendu au niveau du ministère.